J'avais parlé de l'origine du libéralisme. Bien évidemment, j'en ai parlé un peu avec Jonathan Hamel, avec d'autres personnes. Évidemment, je pouvais pas parler de tout. Donc, dans le fond, c'est un podcast qui dure, c'est tout le temps un podcast qui dure 40-45 minutes. Donc, je peux pas parler de tout là-dedans. Puis j'avais fait remonter les origines du libéralisme à John Locke. J'aurais pu parler de John Rawls aussi, j'aurais pu parler de plein d'autres gens. L'origine de tout ça aussi peut se ramener à certains auteurs français, donc les physiocrates, Turgot. Donc, dans le fond, j'ai un peu parlé de tout ça assez brièvement. Et il y a quelque chose dont j'ai pas oublié d'en parler, c'est-à-dire que j'avais pas le temps d'élaborer là-dessus. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui s'appelle, j'avais vu ça à l'université pendant mon bac en philo, mais c'est un petit texte qui s'appelle La fable des abeilles. Donc, c'est pas un conte pour enfants, là. C'est pas une comptine pour enfants, là. Inquiétez-vous pas. C'est un peu une espèce de satire ou de version ironique des fables de La Fontaine. Donc, ceux qui connaissent les fables de La Fontaine, c'est toutes des petites fables pour montrer une certaine morale. Donc, dans le fond, on a une idée qui est cachée derrière. Bon, on fait une petite fable. Le but de ça, c'était d'apprendre aux enfants ou même aux adultes aussi des messages d'éthique et de morale, mais via des fables. Donc, c'est accessible à tout le monde. C'est pas comme lire un traité de philosophie ou un essai très compliqué. Donc, dans le fond, La fable des abeilles, ça a été écrit par un monsieur qui s'appelle Bernard Mandeville ou de Mandeville. Il y en a qui disent de Mandeville, mais je pense que la vraie forme, c'est Bernard Mandeville. Donc, c'est paru en 1714. Il y en a une deuxième version qui est sortie en 1729. Donc, Bernard Mandeville, c'est qui? C'est un écrivain néerlandais. En fait, il est d'origine française, vous en doutez, avec un nom comme ça, Mandeville. Il est d'origine française, mais il est né c'est un néerlandais, et puis il est né, il a immigré en Grande-Bretagne en 1690. Donc, lui, il est né en 1670. Il est mort en 1733 en Grande-Bretagne. On dit qu'il a été surnommé à l'époque, c'est dans l'Encyclopédie Britannica qu'on raconte ça, on dit qu'il a été surnommé à l'époque Man Devil. Parce qu'on donnait ce surnom-là ironiquement parce qu'il faisait une version un peu, selon certains de l'époque, immorale justement des fables de la Fontaine. Donc, dans le fond, ses parents, pourquoi je dis qu'il est d'origine française, c'est que ses parents, c'était des Huguenots qu'on appelle, donc dans le fond, qui est d'un coin précis de la France, puis il s'était réfugié en Hollande en fuyant les persécutions religieuses de l'époque. Donc, Mandeville, il a fait quoi? Il a écrit aussi un petit affaire qui s'appelle un traité sur les passions hypocondriaques et hystériques. Moi, j'aime toujours le langage de cette époque-là. C'était complètement épuré de tout ce qui est politiquement correct. Il a aussi écrit un texte qui s'appelle Pensée libre sur la religion, sur l'Église et sur le bonheur national. S'affiche aussi sur Wikipédia, il n'y a pas grand-chose. Hein. Si vous cherchez sur lui, vous allez trouver quelque chose. Vous allez trouver qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. S'affiche justement sur l'Encyclopédie Britannica, nous en dit un peu plus. On apprend qu'il était médecin, en fait, Mandeville. C'est ce qui est un peu surprenant tout le temps avec les gens de cette époque-là, c'est qu'il était en même temps médecin, militaire, philosophe et poète. Là. Ce qui aujourd'hui, quand vous allez chez le médecin, posez-vous la question si c'est un poète ou un philosophe, ça, vous allez avoir les réponses, ou encore moins un militaire. Donc souvent, aujourd'hui, on est très spécialisé dans une petite affaire, puis on fait finalement pas grand-chose. Les esprits globaux, ou disons les gens qui s'intéressent à qui veulent être des généralistes dans beaucoup de choses, c'est de moins en moins présent. Donc, pourquoi je dis qu'il est devenu britannique en immigrant là-bas? C'est parce qu'il s'est marié avec une Anglaise en 1699. Donc, ça va lui donner la nationalité. Ils vont avoir aussi 2 enfants ensemble. C'est pratiquement tout ce qu'on sait de la vie de Mandeville. Là. Il y en a sûrement plus à découvrir quand on fouille beaucoup, mais disons rapidement, c'est pratiquement tout ce qu'on trouve. Comme j'ai dit, on dit que sa fable des abeilles, c'est un peu une espèce de parodie burlesque des fables de La Fontaine.
qui est Jean de son prénom, Jean de La Fontaine. Donc, dans le fond, l'idée qui est cachée un peu derrière cette fable-là, c'est quoi? C'est de dire que pour Mandeville, c'est le vice ou disons les passions individuelles ou le vice personnel qui conduit à la recherche richesse et de puissance. Donc, cette idée, qu'est-ce que ça engendre? Tout ça, c'est que lui, il dit, ben, l'idée que les gens veulent s'enrichir puis défendre leurs propres intérêts personnels, ça produit involontairement de la vertu. Donc, le vice conduit à la vertu. Donc, à l'époque, c'était un scandale total d'apporter cette idée-là. Il dit, dans le fond, l'espèce d'opulence que des gens cherchent pour eux-mêmes, ça va ruisseler du haut vers le bas de la société. Donc, il va être assez saucé, Mandeville. Il pousse cette logique-là vraiment jusque dans ses derniers retranchements. Et lui, il soutient que la guerre, le vol, la prostitution, même toutes ces choses-là contribuent finalement à l'avantage de la société. C'est un peu une version exagérée de l'idée de base qu'il y a là-dedans. Il dit même à un moment donné, soyez aussi avide, égoïste et dépensier pour votre propre plaisir que vous pourrez l'être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens. Donc c'est un peu une version parodique de l'idée libérale de base. On ne sait pas trop exactement, est-ce que Mandeville a fait ça pour en rire ou pour défendre cette position-là? Il faudrait voir dans sa biographie qu'est-ce qu'il racontait lui-même au niveau de ses opinions personnelles. J'ai plutôt tendance à penser qu'il l'a exagéré pour montrer que cette logique-là, poussée à l'extrême, amène aussi à certains problèmes, mais je pense qu'il défendait quand même cette idée-là. Donc, au 20e siècle, un auteur dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, Hayek, va faire de lui un précurseur du libéralisme économique. Et de l'autre côté, Keynes, lui, va dire que c'est en faisant que d'une certaine manière, il fait l'apologie de la dépense et de l'investissement gouvernemental. Je ne sais pas exactement comment Keynes arrive à cette conclusion-là, mais bref, quand on veut voir ce qu'on veut voir, on trouve n'importe quoi. Donc, c'est dans cette fable-là, c'est comment je dirais ça, c'est vraiment une satire qui pose l'idée que l'utilité, que l'égoïsme a une utilité sociale, ce qui est une idée qui va être reprise par Ayn Rand, dont j'ai déjà souvent parlé. Cette thèse-là avance que toutes les lois sociales résultent de la volonté égoïste des faibles de se soutenir mutuellement en se protégeant des plus forts. Donc, dans le fond, l'idée, c'est que les lois qui sont là présentement sont là pour essayer de préserver une espèce d'ordre social qui, en réalité, est, je dirais, totalement arbitraire. Donc, la thèse principale, si on l'explique un peu davantage, c'est que les actions des hommes ne peuvent pas être séparées en actions nobles et en actions mauvaises. Donc, il n'y a pas vraiment de bien et de mal. Et parce que ce qu'on appelle des vices, donc dans le fond, ce qu'on appelle des problèmes, donc les vices, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais, là. Donc dans le fond, le fait de vouloir en avoir plus, le fait d'être égoïste, le fait de penser qu'à soi, ben, il dit ça, c'est vu normalement comme des problèmes, mais en réalité, si on regarde comme il faut, c'est ces vices privés-là qui contribuent au bien public, pas mal plus que les actions altruistes qui en réalité finissent souvent par nuire. Puis là, il dit, ben, dans le domaine économique, un libertin agit par vice, mais son vice, finalement, il donne du travail aux autres. Le fait qu'il veut avoir des beaux habits et des belles affaires, ça donne du travail à des gens qui sont tailleurs. Je vous rappelle qu'on est à l'époque, là. On pourrait le mettre dans une version moderne, mais bref, le fait que l'aristocrate ou le bourgeois, par exemple, de l'époque, de cette époque-là, lui, il veut utiliser son argent finalement pour ses vices personnels. Donc là, il veut avoir des beaux vêtements. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet à un tailleur de vêtements de travailler. Il veut avoir des bons parfums. Ça permet à celui qui vend des parfums de vendre des parfums. Il veut avoir de la bonne cuisine. Ça permet à des hommes ou des femmes de devenir cuisiniers pour lui. Il veut... ça fait que finalement, tu fais le tour comme ça. Il va employer des boulangers, des charpentiers pour construire des belles maisons pour pouvoir vivre dedans. Donc, finalement, le côté un peu dégueulasse, quand on regarde ça individuellement de cette personne-là, profite à la société en général. Donc, c'est l'idée un peu qui est derrière cette fable-là. Donc,
Fait que d'une certaine manière, c'est que ce qu'on appelle à l'époque les vices, c'est au fond uniquement la recherche de l'intérêt personnel. Puis cette recherche-là du self-interest ou l'intérêt personnel, au final, c'est bon pour la communauté plus souvent qu'autrement. Donc, c'est pas une vision binaire là, de la société où c'est toujours bon ou toujours mauvais. Ça peut l'être et ça peut ne pas l'être. Donc, dans le fond, on est quand même dans la nuance là-dedans. Donc, cette idée-là, selon laquelle les vices privés font le bien public, ça a inspiré énormément d'auteurs, dont évidemment Adam Smith. Donc, Adam Smith, un des pères du libéralisme, comme je l'ai expliqué dans le dernier podcast, surtout dans sa dimension économique. Lui, il va enlever tout le côté un peu exagéré de Mandeville et il va le rendre plus, comme par exemple, il va remplacer vice par amour de soi. Donc, Adam Smith, là-dedans, il va reformuler de manière, je dirais, scientifique ou disons schématique le thème de la division du travail, mais aussi l'idée que les besoins de tous sont satisfaits non pas par la bienveillance ou l'altruisme ou la générosité, mais par la recherche de l'intérêt propre. Donc, c'est les individus en cherchant à répondre à leur intérêt qui, finalement, vont engendrer du bien par les effets collatéraux de leur intérêt personnel. Donc, il dit, il n'est pas nécessaire que tous nos actes soient vertueux pour qu'ils convergent naturellement vers la prospérité générale de la société. Il n'est pas nécessaire, par conséquent, que l'État se charge de diriger toutes nos actions. C'est le concept d'ordre spontané ou de main invisible ici que Adam Smith oppose à la main visible de l'État. Il dit, dans la société en général, les gens agissent selon leur propre intérêt, puis globalement, il y a une espèce d'équilibre qui finit par se former, et c'est ce qu'il appelle la main visible. Donc, la main visible, elle, ça serait la main de l'État qui, elle, on le voit très bien, prend l'argent une place pour le mettre à un autre, généralement aux gens qui aiment, puis à ses petits amis. Donc, c'est un peu cette idée-là. Qu'est-ce que Rand vient faire là-dedans? Elle, c'est qu'elle va reprendre le concept d'égoïsme et elle va l'utiliser aussi pour ses propres écrits. Rousseau aussi va parler de Mandeville là-dedans, dans justement un petit livre dont je vous ai déjà parlé, le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Il va faire référence à Mandeville. Donc, c'est quelqu'un qui a une influence quand même très importante. Montesquieu aussi, qui est un autre penseur français qui va parler de la division des pouvoirs. Il écrit à un moment donné dans son livre L'Esprit des lois, il dit « L'honneur, Mandeville dirait la vanité, fait mouvoir toutes les parties du corps politique. Il les lie par son action même et il se retrouve que chacun va au bien commun, croyant aller à ses intérêts particuliers. » Donc, même Montesquieu reprend cette idée-là que finalement, on fait le bien en essayant de chercher à répondre, en tout cas dans quand même une bonne proportion à nos intérêts particuliers. Il y a le philosophe Emmanuel Kant aussi qui va reprendre cette idée-là. Il dit que un bon gouvernement, finalement, a pour but de s'efforcer de laisser les intérêts individuels se développer selon leur propre logique, dans le respect, évidemment, des règles et des lois. Kant, il écrit un petit livre qui s'appelle « Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique ». Et là-dedans, il dit que les hommes, quand ils se préoccupent de leur intérêt, travaillent sans le savoir à la réalisation des desseins généreux, mais cachés de la nature concernant notre espèce. Ainsi, dans la 4e proposition, la nature a donné à l'homme des passions, un goût pour la domination et la possession. Sans cela, les hommes seraient apathiques et aucun progrès ne serait possible. Donc, quand lui amène, il voit ça encore plus gros, il dit, en fait, c'est que sans cette recherche-là des intérêts personnels, il n'y aurait jamais de progrès possible. Mais si vous voulez un exemple parfait de ça, c'est la médecine. S'il n'y avait pas de compagnies pharmaceutiques qui cherchent leur intérêt, c'est-à-dire faire de l'argent pour faire avancer la recherche sur certaines maladies, certains vaccins, certains médicaments, il n'y aurait jamais rien qui se développerait parce que personne n'aurait intérêt à le faire. Personne ne ferait ça. Personne n'investirait de sa poche des millions de dollars, des milliards de dollars pour développer des médicaments ou des vaccins si ça leur rapporte rien. Donc, évidemment que ça n'arrivera jamais. Donc, la fable comme telle, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc, je vous le passe brièvement, c'est que l'auteur dit, puis là, je vous le mets un peu en version plus moderne, là, parce que ça a quand même vieilli. On parle quand même d'un texte qui a été écrit là, à fin des années 1600, là, qui a été publié début des années 1700. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Imaginons des abeilles. Donc, il y a une ruche d'abeilles, rien de bien particulier. Mais les abeilles sont un peu différentes des abeilles que vous connaissez normalement. Elles ont un comportement qui est semblable à celui des êtres humains.
Donc, elles possèdent, ces abeilles-là, des passions, puis donc des qualités, des défauts. Il y en a beaucoup qui sont fainéantes, puis d'autres qui ne font pas grand-chose. Tu sais, ils comptent sur les autres pour faire marcher la ruche. D'autres, eux autres, veulent s'élever socialement. Donc, dans le fond, ils ne veulent pas rester au bas de l'échelle, elles veulent monter puis elles veulent avancer. Certaines abeilles aiment la politique, d'autres n'aiment pas ça. Il y en a qui veulent faire du commerce, d'autres ne veulent pas. Donc, une espèce de monde d'abeilles où les gens qui sont, les individus qui sont là-dedans ressemblent à une communauté humaine. Donc, vous voyez un peu l'idée. Donc, la ruche est un peu spéciale, mais elle est prospère parce que beaucoup, ça donne à rechercher leur intérêt individuel là-dedans. Pourtant, il y en a qui se désolent du comportement d'autres. Et elles vont s'adresser à Jupiter, qui dans l'histoire est un peu le dieu des abeilles. Et là, elles disent, elles prient Jupiter, dans le fond, pour enlever les vices dans la société. Ils disent, ah mon Dieu, il faudrait que les gens arrêtent de se comporter de manière égoïste, puis que tout le monde soit parfait, puis il faudrait qu'on arrête, faudrait trouver un moyen pour que les gens arrêtent d'être mauvais, puis que tout le monde soit gentil, puis que tout le monde soit aimable envers tout le monde. Donc, le Jupiter, à un moment donné, qui est le dieu dans cette histoire-là, il en a plein son casse d'entendre les abeilles se plaindre, puis il décide d'agir de façon très radicale et il va rendre, un peu par magie comme ça, par intervention divine, et il va rendre vertueuses toutes les abeilles. Puis là, il se dit, comme ça, leurs problèmes vont être réglés, puis on n'aura plus besoin de me déranger, comme ça, je vais pouvoir dormir en paix ou manger des raisins en paix. Donc, du jour au lendemain, les abeilles ne sont plus poussées par leur envie d'assouvir leur intérêt personnel. Il n'y a plus de méchanceté, il n'y a plus rien, il n'y a plus de goût pour le luxe, il n'y a plus de goût pour le confort, il n'y a plus rien. Elles vont mettre, dans le fond, elles mettent dans le placard, on n'a plus envie d'avoir des sacs Chanel, je ne sais pas quoi, des bouteilles de vin, des choses comme ça. Tout le monde vit de simplicité volontaire et personne ne veut obtenir de meilleures choses et de meilleures conditions. Donc, il n'y a plus de conflit, puis il n'y a plus de guerre entre les abeilles. Tout le monde, c'est la paix, tout le monde s'aime, tout le monde est content. Donc, toutes les abeilles trouvent enfin le bonheur dans la pauvreté et l'amour de leur prochain. Puis là, le dieu, il se frotte les mains, il dit, enfin, ma solution est performante, puis là, il retourne vaquer à ses occupations. Puis là, les jours passent, puis la vertu semble être au cœur du comportement de toutes les abeilles. Sauf que là, il y a un problème qui arrive. C'est que la ruche, elle se met à dépérir. Parce qu'il n'y a plus personne qui s'en occupe. Parce que les abeilles, ils n'ont plus le goût à rien. Leur seul intérêt, c'est de survivre comme ça, mais il n'y a plus personne qui aspire à s'élever socialement. Il n'y a plus personne qui a envie de faire du commerce. Il n'y a plus personne qui a envie de créer des choses. Il n'y a plus personne qui a envie de développer l'industrie. Et c'est la ruche qui finit par en faire les frais. Parce que plus besoin du confort douillet des alvéoles, le creux d'un arbre, finalement, ça suffit. Finalement, l'espèce de vie de simplicité volontaire fait que plus personne ne veut développer rien, plus personne ne veut être meilleur que les autres, plus personne ne veut s'élever là-dedans, plus personne ne veut construire, agrandir la ruche, plus personne ne veut rien faire. Les gens veulent juste se complaire là-dedans dans une espèce de philosophie de simplicité volontaire. Et finalement, l'hiver arrive, toutes les abeilles meurent parce que la première vague de froid arrive et il n'y a rien qui a été fait. Et c'est la fin de la fable. Donc, qu'est-ce que ça raconte, cette fable-là? C'est une image de la société humaine. C'est pour dire que ça a l'air contre-intuitif de dire ça, que finalement, rechercher l'intérêt individuel et être poussé par la défense de son propre intérêt amène à un certain bonheur collectif, mais on voit que si on soustrait cette composante-là de l'être humain, finalement, qu'est-ce qui reste? Il reste juste des gens qui veulent se prélasser dans une espèce de confort minimal, dans un genre de simplicité volontaire, et puis personne défend, finalement, l'intérêt de la communauté ou le bien-être de la communauté par ses actions, parce que personne n'a envie de commercer, personne n'a envie d'en avoir un peu plus, personne n'a envie de développer ses talents, de développer quoi. À quoi ça donne? Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça? C'est parce que là, l'espèce de Dieu a rendu tout le monde apathique. Il les a tous rendus gentils, mais il les a tous rendus, faut pas que je sois meilleur que les autres, faut pas que j'en veuille plus, c'est mauvais être comme ça. Donc, finalement, qu'est-ce que ça fait au bout du compte? La ruche est devenue, qui est finalement la société. C'est un peu ça l'idée de Mandeville là-dedans, c'est que
l'homme, dans toute cette histoire-là, s'il n'y a pas personne qui est habité par l'idée de se dépasser puis d'en faire plus, ben c'est qu'au bout du compte, la société va devenir une espèce de n'importe quoi. Là. Ben, en fait, ce qu'on a vu dans les pays socialistes du tiers-monde, là, où tout le monde est égaux, il n'y a pas moyen de devenir, de s'élever socialement, puis on est tous pauvres égales, ben qu'est-ce que ça fait? Ça fait du monde qui sont assis sur leurs deux mains, puis que finalement, pourquoi ils en feraient plus? Parce que ça sert à rien. Pourquoi je deviendrais médecin? Pourquoi je deviendrais ci et ça? Ben, ça me donne rien, je vais être payé le même salaire que celui qui fait rien. Donc, puis vous le voyez, si vous avez déjà travaillé dans un milieu syndiqué, vous le voyez. Pourquoi, là, au début, tu te dis, bah, je vais me forcer, je vais faire ci, je vais faire ça, mais pourquoi je ferais ça? Quel intérêt que j'ai? Finalement, l'autre, il est payé, je sais pas, 18 pièces de l'heure, puis moi aussi. Même l'autre, il se traîne les pieds, il est payé le même salaire que moi. Donc, pourquoi j'en ferais plus? Donc, c'est ça l'idée là-dedans, c'est que sur la seule base de la bonne morale ou du fait que vous êtes une bonne personne, pendant un certain temps, oui, vous pouvez, je sais pas, en faire plus parce que vous avez une conscience puis parce que vous voulez que les choses soient bien faites, mais inévitablement, à un moment donné, vous allez finir par arrêter. Pourquoi? Parce que vous dites, ben là, autour de moi, tout le monde est accroché après moi, puis finalement, fait rien. Pourquoi moi, je me défoncerais pour les autres? Mais c'est un peu ça. Mais pourquoi les gens se défonceraient pour les autres? Pourquoi les gens se défonceraient pour être plus productifs, pour en avoir plus, pour pouvoir finalement que l'entreprise ou la société progresse? Ben, c'est parce qu'ils ont espoir d'en avoir plus. S'ils n'ont pas espoir d'en avoir plus, pourquoi ils feraient ça? Quel intérêt il y aurait? S'il n'y a pas d'intérêt, donc ça nous ramène à l'histoire des incitatifs. Si vous n'avez pas des incitatifs pour faire quoi que ce soit, pourquoi vous le feriez? Donc, Mandeville, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? Il dit, ben, l'homme est animé par des bas instincts, mais ces bas instincts-là, ils contribuent à la prospérité de l'espèce. Parce que si dans la communauté, même dans la communauté primitive, là, s'il n'y a pas un des hommes là-dedans qui a envie de faire grossir la communauté, s'il n'y a pas un des hommes là-dedans qui a envie de finalement s'approprier un terrain pour établir le campement, puis s'il n'y en a pas un ou deux là-dedans qui ont envie de construire un bâtiment ou d'améliorer la condition de sa condition pour éventuellement améliorer la condition de la communauté, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va arriver que maintenant le froid arrive, puis personne n'a rien fait, puis tout le monde meurt. Bon, mais c'est comme ça que la communauté humaine fonctionne. Donc, l'espèce d'intérêt, ton intérêt, finalement, est jamais si éloigné que ça que celui des autres, parce que tout le monde est humain là-dedans. Donc, sans jalousie, sans envie de faire mieux que son voisin, sans gourmandise, ben, il n'y a pas de nécessité de développer l'art culinaire. Sans envie d'être lu par plein de monde, il n'y a pas d'écrivain, puis il n'y a pas de blogueur non plus. Là. Donc, sans envie d'être écouté, puis d'avoir un auditoire, il n'y a pas de podcast non plus. Là. Donc, c'est un peu ça l'idée. Là. Même les gens qui disent, ah, moi, je fais l'art, puis mon art, si je la fais pour elle-même, elle vaut pour elle-même. Non, non. Il n'y a pas personne qui crée quelque chose qui n'a pas envie d'être dans une exposition quelque part ou d'être reconnu par ses pairs ou d'avoir quelqu'un qui achète son vernissage ou je ne sais pas quoi. Là. Donc ça, c'est intrinsèque à l'être humain. Là. Tout le monde fait des choses dans l'espoir d'obtenir autre chose. C'est normal. L'être humain est fait comme ça. Donc si ça n'existe pas, il n'y a rien qui existe. C'est ce qui explique aussi pourquoi dans l'URSS, il n'y avait presque pas d'art, puis il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pratiquement rien qui a été créé d'un point de vue culturel. Ben oui, pourquoi je ferais ça? J'aurais aucune reconnaissance, je vais avoir une vie de misère, puis finalement, quand le dictateur va décider que je m'en vais labourer les champs, ben je vais aller labourer les champs. Donc, pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi est-ce que je développerais une création? S'il n'y a pas personne qui a un certain goût pour la nourriture fine, pourquoi est-ce qu'on développerait l'art culinaire, la cuisine moléculaire, tout ce que vous voulez? Mais il n'y a pas personne qui ferait ça. S'il n'y a pas personne qui a comme rêve quelque part d'être un jour un grand écrivain, pourquoi il écrirait des livres? Il n'écrirait pas de livres. S'il n'y a pas personne qui a envie, je ne sais pas moi, d'être reconnu comme un grand sommelier ou un grand vignoble ou peu importe, appelez ça comme vous voulez, pourquoi est-ce qu'il développerait des produits, pourquoi est-ce qu'il développerait des vins puis qu'il mettrait ça en marché s'il n'y a pas comme but à quelque part d'être reconnu puis un jour de gagner un prix? Mais sinon, il va le faire puis il va le boire pour lui-même puis il ne le mettra jamais en vente. Donc, l'idée que développe cette parabole-là, c'est intéressante. Donc, chacun va s'accorder à dire là-dedans que
Donc, de devenir vertueux, si vous voulez, de devenir la meilleure personne possible, ben, c'est pas nécessairement le seul objectif qu'on devrait se fixer. Parce que, oui, on a été élevé dans l'idée que la jalousie, c'est mauvais, l'envie, c'est mauvais, la gourmandise, c'est mauvais. Bref, l'histoire des 7 péchés capitaux. Bon, tout ça, c'est à bannir de nos vies dans une espèce de vision chrétienne de la réalité. Et tout ça, c'est censé de rendre l'humanité belle. Bon, ben ça, quand vous êtes dans un monde imaginaire, c'est très beau, là. C'est une idée qui est louable. Mais à quoi ça ressemblerait si l'humanité, ou si chaque être humain obéissait à ce dictat moral-là? Ben, il se passerait que la ruche, qui est notre société, serait dépérie. On le voit là, dans les pays où il n'y a pas d'incitatif à travailler, puis à gagner de l'argent, puis à s'élever socialement, à regarder dans quel état les choses sont. Ben, les trucs sont dépéris, puis les bâtiments sont à moitié construits, puis les routes sont remplies de trous. Ah, tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc, c'est quoi l'idée là-dedans? Puis vous le voyez, là, je veux dire, si vous êtes dans un... Les pays les plus intelligents l'ont compris, ils ont par exemple enlevé l'impôt sur les heures supplémentaires. Pourquoi ils ont fait ça? Ben parce qu'ils savent que les gens sont pas cons. Si tu leur demandes de travailler, de faire des heures supplémentaires, pourquoi ils le feraient? Ben pour faire de l'argent. Donc, s'ils font pas d'argent parce qu'ils payent tout leur temps supplémentaire en impôts, donc ils en feront pas. Donc, pour qu'ils en fassent, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Faut pas juste leur dire « Ah, mais si tu faisais ça, tu serais gentil. » Mais non, mais les gens, ils s'en foutent d'être gentils. Là. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un intérêt. Donc, si vous voulez que les gens se défoncent et qu'ils soient meilleurs, il faut qu'il y ait un incitatif, il faut qu'il y ait un intérêt. Sinon, pourquoi ils le feraient? C'est plate, là, c'est un triste constat matériel ou matérialiste, tout ça, mais les êtres humains ne sont pas des êtres moraux intemporels. On n'est pas des anges, on n'est pas des saints. Là. Ça existe peut-être, les saints, les anges, tout ça, là, mais ça n'existe pas dans le monde des êtres humains. Dans le monde des êtres humains, les humains ont besoin d'incitatifs, ils ont besoin de coups de pied dans le derrière pour faire ce qu'ils ont à faire, puis c'est comme ça, l'être humain est comme ça. Puis c'est pas ni bon ni mauvais. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est à 100% égoïste, qui pense juste à lui-même, qui pense jamais aux autres, puis qui fait tout pour son simple intérêt, qui est à sacrifier tout le monde, puis à pourrir la vie de tout le monde, c'est pas une bonne personne. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que si vous voulez vous dépasser, si vous voulez créer, ben, il y a des gens qui vont profiter de ça à un moment donné. Regardez le nombre de personnes qui profitent de la réussite matérielle d'un Jeff Bezos ou d'un Elon Musk. Ben, il y a beaucoup de gens accrochés après eux autres. Hein. Ah oui, ils peuvent dire ce qu'ils veulent en privé, le capitalisme, machin, mais si lui n'existe pas, eux, ils n'existent pas non plus. Là. Pas qu'ils n'existent pas matériellement, mais ils n'existent pas dans le sens que leur réussite dépend de celle de l'autre. Donc, en conclusion, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, les pauvres pécheurs, hein, pour reprendre le langage chrétien, on est plein de défauts, mais c'est un peu ce qui nous rend intéressant.